Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler des chirurgies du rachis cervical et de la place de la navigation. Tout d'abord, un peu de planning préopératoire, car quand on se pose la question de navigation, c'est souvent qu'on a des chirurgies un peu plus complexes en rachis cervical, donc c'est important de réfléchir à ce qu'on va faire. Le rachis cervical supérieur, le rachis cervical inférieur, quelques outils préopératoires qui peuvent nous faciliter la vie, et enfin quelques cas cliniques. Donc, le rachis cervical, nous pouvons avoir des cas complexes. On peut être face à des variations anatomiques, des malformations ou des cas de réintervention avec des zones de fibrose et des structures anatomiques différentes. Si c'est une chirurgie qui, dans la plupart des cas, est relativement agréable, il peut tout de même y avoir de nombreuses complications sur le rachis cervical qui peuvent être liées à la position, au choix des niveaux, au saignement, aux brèches durales bien sûr, aux troubles neurologiques, à des implants mal positionnés ou des troubles vasculaires. Donc pour les éviter, chaque étape de notre chirurgie, de la préparation de la chirurgie, va être importante. Donc le planning préopératoire, c'est important. Il faut bien réfléchir à quel site opératoire sur quel site nous allons opérer. En cervical, sur les jonctions cervico-occipitales ou cervico-thoraciques. Quelle est l'anatomie locale? Est-ce qu'il y a une libération de prévu? Est-ce qu'il y a une correction de prévu? Comment on va faire? Quel abord? Antérieur, postérieur? Et quel niveau de fusion? L'anatomie, pour commencer, vous savez que dans cette zone-là, on a plusieurs structures importantes. On a l'artère vertébrale, on a la carotide interne un peu plus latérale. Il peut y avoir des variations anatomiques de ces structures. Et donc, sur des chirurgies importantes de correction de déformation ou des réinterventions, moi, je vous recommande vivement de faire un scanner injecté, comme vous pouvez voir là sur ce patient. Et il y a plusieurs études qui ont étudié, par exemple, les variations d'entrée de l'artère vertébrale dans le rachis cervical. Et vous voyez que si dans la majorité des cas, ça rentre en C6, il y a quand même dans certains cas où elle rentre en C7 et même parfois en C5, en C4 et en C3. Donc c'est important de le savoir avant de s'engager sur ces chirurgies. On peut avoir donc plusieurs variations. On peut avoir aussi des variations du trajet de la carotide. Donc vous imaginez bien qu'en cas de lésion, on peut avoir des soucis. La position, elle est aussi très importante pour éviter la cécité, pour éviter l'attraction sur les plexus. Et la position, elle est aussi importante dans votre chirurgie pour limiter le saignement. Tout d'abord, avec la compression abdominale, c'est important de la libérer, comme pour les chirurgies lombaires et thoraciques. C'est aussi important donc, de tirer sur les bras, mais pas trop, mais tout de même pour avoir une radio importante pour voir ce que vous faites. Et le Trendelenburg inversé aussi peut être vraiment utile pour limiter votre saignement au niveau du rachis cervical supérieur. La position, elle est particulièrement importante si vous travaillez sur les jonctions, parce que c'est souvent des zones où il est moins confortable d'opérer, notamment la jonction occipitale ou thoracique, chez les patients en grande kyphose. Donc il faut prendre du temps pour installer nos patients dans ces cas-là, à la fois parfois même pour obtenir un peu de réduction, mais surtout pour pouvoir y accéder. Bien penser à la balistique qu'on aura pour mettre nos implants. Est-ce qu'on aura besoin de faire une contre-incision au niveau thoracique si on a des patients très kyphotiques, etc. Moi, je recommande vivement la tétière de Melfit que j'utilise quasiment pour toutes mes chirurgies du rachis cervical, qu'elles soient antérieures ou postérieures même. Alors, donc le rachis cervical supérieur, au niveau occipito-cervical, la plupart des fixations que nous effectuons, c'est avec des tiges-plaques ou des tiges et des plaques séparées que nous vissons ensemble. Ça, c'est une pratique courante. Néanmoins, un rappel important, c'est de penser à la position de vos patients quand vous faites ces chirurgies de fixation occipito-cervicale, avec l'angle C0, C2 qui doit être compris entre 0 et 30 degrés maximum pour éviter d'avoir votre patient qui va soit regarder le ciel et qui va avoir des troubles de la marche et des risques de chute, soit avoir au contraire un regard trop vers le sol et des troubles de la déglutition, de l'alimentation. Là encore, la tétière de Melfit est très utile. Moi, je vous recommande de faire une scopie pré-op une fois que vous avez installé et de calculer cet angle avec les applications qu'on a pour mesurer entre le palais dur et la base de C2. Donc, pour notre chirurgie occipitale, on se fixe de part et d'autre de la ligne nucale. Généralement, on n'a pas besoin de navigation pour faire cela. Néanmoins, quand on a des anomalies chez des patients qui sont syndromiques, qui vont avoir des anomalies de l'occiput ou d'épaisseur de l'occiput, ou s'il y a eu des antécédents de chirurgie du foramen magnum, il peut être utile d'utiliser la navigation pour faire cette fixation occipitale. Pour C1, qui est plus courant, le plus souvent, on va se fixer sur les masses latérales.
Là, il faut faire attention au nerf de C2, nerf d'Arnold, au plexus veineux qui peuvent entraîner un saignement important, bien qu'il soit contrôlable, et bien sûr, encore une fois, l'artère vertébrale. L'orientation classique pour nos masses latérales, c'est 10 degrés médial, 20 degrés crânial. Là encore, il y a souvent des variations au scanner. Elles peuvent être de taille différente, d'orientation différente. Donc, c'est très important d'analyser vos scanners en préopératoire et également de regarder votre arc postérieur, car si la plupart du temps, on se met sur la masse latérale sous l'arc postérieur, parfois, vous pouvez avoir un arc postérieur un peu épais et vous pouvez fraiser directement ici, ce qui est plus simple, ça vous épargne d'écarter le plexus veineux et vous mettez votre vis dès l'arc postérieur. Mais le plus souvent, il est très fin. C2, on peut faire des vis isthmiques ou pédiculaires le plus souvent. Les vis lamaires, elles sont possibles, mais elles ont une tenue qui est un peu moindre et elles sont plus compliquées à mettre. Et pour ce rachis cervical supérieur, la navigation, c'est un réel apport de par les variations anatomiques que nous pouvons avoir et également de par la dangerosité des structures autour, on va dire les structures qu'il faut éviter de léser. Si vous mettez la vis droite et la vis gauche de C1 ou de C2 dans l'artère vertébrale, vous allez avoir un patient qui va être en locking syndrome. Et même si les deux autres vis sont bien, malheureusement, le patient, il sera vraiment pas bien. Donc, les masses latérales de C1, avec la navigation, c'est vraiment très, très pratique. Et également les pédicules de C2. Pour positionner votre patient, donc, ce sont les mêmes critères dont nous venons de parler, avec la tétière de Melfield, les bras bien étirés, le scanner low arm glissé vers les pieds, enfin votre navigation glissée vers les pieds pendant la chirurgie et que vous allez translater vers la tête pour faire vos acquisitions. Pour fixer vos référentiels, vous pouvez les fixer sur la tétière. C'est important d'avoir une fixation qui est très rigide. Donc moi, je recommande vraiment de fixer sur le métal de la tétière. Il y a souvent des adaptateurs disponibles. Et donc ça, vous le fixez avant le champage et après, au travers vos champs, vous fixez le référentiel en faisant un petit trou dans le champ. Ensuite, il y a des petites astuces quand vous faites de la navigation. C'est important pour avoir une bonne acquisition au niveau du rachis cervical. C'est recommandé de mettre de l'eau dans votre site opératoire une fois que vous avez fait l'abord. C'est recommandé de faire l'acquisition après l'abord, puisque le rachis cervical est très mobile et juste le fait d'aborder et de relâcher les muscles, ça peut entraîner des petites variations anatomiques de 1 ou 2 mm. Et dans cette zone-là, ce n'est pas permis. Il faut penser à votre dodane aussi. Il est recommandé de positionner le dodane avant l'acquisition. Au début, j'étais sceptique sur les artefacts, mais ça va, il n'y a pas d'artefacts. Et là encore, puisqu'en rachis cervical, si vous mettez votre dodane après l'acquisition, juste le fait d'écarter vos muscles, ça peut faire varier de 2-3 mm votre rachis cervical et ça fausse votre acquisition. Donc dodane avant l'acquisition. Ensuite, pour l'implantation des vis, c'est préférable de ne pas pousser si vous utilisez le tournevis ou la mèche manuelle ou la gouge. C'est préférable de fraiser la corticale pour éviter de pousser sur le rachis cervical et là encore d'avoir des mouvements qui peuvent fausser la précision de votre navigation. Donc mettre un petit coup de fraise sur la corticale au niveau de votre point d'entrée, c'est assez pratique. Et après, bien sûr, mêcher au moteur, toujours pour la même raison. Bien sûr, c'est naviguer, mais aussi pour ne pas pousser et pas fausser votre trajet. Et puis votre tournevis naviguer aussi pour vérifier le trajet de vos vis. Donc voici ce que ça donne en péropératoire. Vous voyez bien votre trajet de la vis, vous voyez bien les structures adjacentes dans les deux plans de l'espace. Donc le tournevis naviguer, c'est aussi très pratique pour voir où vous allez, pour avancer progressivement et être sûr que si le trajet était bon, la mise en place après au tournevis ne va pas être faussée. Donc voici pour C1 et C2. L'autre chose qui est importante, c'est si vous avez une libération à faire, si ce n'est pas une simple synthèse, il est recommandé de faire la libération, pas forcément après la mise en place des tiges, mais au moins après la mise en place des implants, puisque de la même manière, quand vous allez faire votre libération, ça peut entraîner une petite modification de l'anatomie locale, un petit assouplissement des structures, et après ça peut fausser la mise en place de vos implants. Donc la libération, en tout cas après la mise en place de vos vis, je vous le recommande. Donc la navigation pour faire la technique standard, c'est pratique. Après, on peut avoir des anomalies du foramen vertébral de C2, comme sur ce schéma, où là, vous allez pouvoir mettre
une petite vis, mais de la mettre jusque-là, bon, il faut quand même oser. Donc, une autre technique, c'est de la mettre en lamère. Et là, de mettre des vis lamères, c'est pas très très facile. Et la navigation, c'est un vrai apport pour faire ça, pour être sûr de notre orientation, qu'on n'a pas d'effraction corticale vers la moelle. Donc, une autre technique de fixation du rachis cervical supérieur, c'est le trans C1-C2 par voie postérieure. Donc, ça se faisait avant sans navigation. Il faut bien calculer votre trajectoire en partant au niveau du bord inférieur de C2 au ras de C3 et de s'orienter bien vers C1. Là encore, on a les foraines vertébrales à éviter. On a bien sûr le canal. Et puis, il faut surtout atteindre la cible de C1 à la fin de la trajectoire. Et pour ça, pareil, la navigation, ça peut être très utile pour bien avoir votre trajectoire et avoir une procédure plus sûre sur ces zones qui sont assez étroites. Donc, voici des exemples. Ça peut se faire en percutané aussi. Il y a certaines équipes qui le font en percutané. Donc, vous faites la trajectoire. Vous avez une petite fraise motorisée qui vous permet de faire votre trajet dans C2, puis dans C1. Après, vous mettez en place vos petites broches et puis vous glissez ensuite autour des broches. La navigation, elle est aussi utilisée dans certains centres pour la voie antérieure. Les vissages de C2, c'est un peu plus rare maintenant, mais il y a certaines équipes qui font des vissages de C2 par voie antérieure navigués. Donc là, je vous conseille pas de le faire en percutané, parce que vous risquez de traverser des structures qui ne sont pas recommandées. Mais en tout cas, vous pouvez naviguer pour être sûr de votre orientation et de bien attraper votre fragment fracturaire. Alors, en revanche, il ne faut tout de même pas être totalement dépendant de cette navigation, parce que dans certains cas rares, mais elle ne marche pas. Et puis, vous pouvez avoir quand même l'anatomie qui n'est pas favorable du tout. Donc, il y a d'autres techniques qui existent, de la mise en place de crochets ou le laçage, c'est des techniques anciennes. Néanmoins, ces techniques, elles ne sont pas réalisables si vous avez des fractures de l'arc postérieur ou si vous avez réalisé une libération. C'est plus difficile de faire une correction avec. Il ne faut pas oublier de greffer. Puis bon, comme tout le reste, ça peut se démonter. Si vous avez une fixation à faire, il faut bien réfléchir. Pour ça, vous n'avez pas besoin de la navigation. Si vous avez une greffe à faire en plus, d'accord, vous pouvez faire la plus belle des fixations au niveau occipito-cervical. Si c'est dans un objectif d'arthrodèse, si vous ne mettez pas de greffe, en prenant la crête iliaque, en prenant en local si vous avez fait une libération, votre fusion, vous n'allez pas l'obtenir et ça va se démonter. Donc, n'oubliez pas la greffe. Même si vous avez fait une super fixation occipito-cervicale avec un bon angle, pensez à mettre la greffe à la fin. Voilà pour le rachis cervical supérieur. Est-ce que vous avez des petites questions sur le rachis cervical supérieur ou vous voulez qu'on passe à la suite et on fait tout à la fin ? Alors, rachis cervical inférieur, donc l'instrumentation sur nos vertèbres cervicales inférieures, ça peut être bien sûr les masses latérales. Selon Magirl, c'est la technique la plus commune qu'on fait à main levée sans navigation le plus souvent. Mais on peut aussi, de la même manière qu'en C2, prendre la lame ou prendre les pédicules. Pour les masses latérales, vous connaissez, c'est juste un petit rappel, 30 degrés latéral, 20 à 30 degrés cranial, des vis de 2,5 à 4,5 en diamètre et une longueur entre 14 et 18. Là encore, il faut bien penser aux structures adjacentes, les racines, les artères vertébrales, pas aller trop loin dans le foramen. Je vous rappelle que l'artère vertébrale, elle n'est pas dangereuse juste en C1, C2. Il faut bien penser à sa localisation sur le reste du rachis cervical. En C7, c'est parfois un peu plus embêtant, surtout si vous faites une fixation C6, C7, T1. Les masses latérales, elles ont une inclinaison souvent un peu plus importante, parfois plus difficile à mettre. Donc en C7, les vis pédiculaires, c'est plus communément utilisé que sur les autres vertèbres cervicales. Et l'insertion, elle est similaire aux vis thoraciques, avec une analyse de votre scanner avant en préopératoire qui est importante pour savoir où va se situer votre point d'entrée, quelle est l'orientation crânio-caudale et médio-latérale. Alors, les vis pédiculaires pour C7 et les autres vertèbres, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Puisque sans navigation, c'est relativement difficile à insérer, puisque les pédicules sur les vertèbres cervicales, ils sont petits. Mais néanmoins, la littérature montre qu'il y a 2 fois plus de résistance dans les vis pédiculaires en cervicale que dans les masses latérales. Et ça peut être intéressant, notamment quand vous avez des corrections de calvicieux ou de déformations cervico-thoraciques. Les masses latérales, elles sont associées à plus de fractures de la masse latérale, c'est assez logique. Il y a aussi plus d'infections et plus de réinterventions pour des montages que les vis pédiculaires.
Et dans la littérature, ils ne retrouvent pas plus de troubles neurologiques ou de saignements dans l'utilisation des vis pédiculaires cervicales que dans celle des masses latérales. Donc sous navigation, c'est une bonne technique, il faut y penser, car ça peut nous aider aussi quand on a eu des démontages de nos vis des masses latérales et une réintervention à faire sur le rachis cervical. C'est la même chose, je vous l'ai mis 2 fois, mais c'est vraiment important, tous ces petits tips and tricks pour ne pas vous embêter pendant votre navigation cervicale. Le référentiel bien fixé sur la tétière, bien positionné, mettre de l'eau, mettre votre dodane avant l'acquisition. Ensuite, encore une fois, pareil, vous fraisez le point d'entrée pour ne pas pousser sur votre corticale avec la gouge. Vous méchez au moteur pour bien faire votre trajet progressivement. Et puis, vous mettez vos vis. Donc, c'est intéressant, bien sûr, pour la jonction cervico-thoracique. Quand on met des vis en C7 et en T1, ça nous permet de aligner progressivement parce que souvent, les vis pédiculaires, elles vont être plus latérales. Donc, vous devez faire une chicane avec votre tige. Donc, en les mettant aussi en C7, c'est pratique parce que ça vous fait progressivement dévier la trajectoire de votre tige. Et bon, pour ce faire, vous avez soit des montages hybrides avec 2 tiges différentes, soit des tiges modulaires avec la jonction cervicale et thoracique qui est déjà faite. Néanmoins, il y a quand même des imperfections sur cette navigation au niveau du rachis cervical, puisque dans la littérature, on retrouve entre 95 et 97% de vis correctes, ce qui est pas mal, mais quand on pense que l'incorrect, ça peut être dans l'artère vertébrale, dans les racines ou dans la moelle pour certains cas, mais plus difficile quand même, c'est pas hyper bien. Alors, les vis les plus safe à mettre, c'est C2, C6 et C7 en fait, parce qu'elles sont proches des jonctions crânio-cervicales et cervico-thoraciques, donc c'est des zones plus rigides. Et ce qui se passe, comme vous pouvez voir sur le schéma en dessous, c'est quand on met les vis en C3, C4, C5, la précision elle tombe à 85%. Et là, pourquoi ? Parce que c'est une zone toujours moins rigide, comme on vient de dire, et en insérant nos implants, on peut faire un peu tourner la vertèbre et donc fausser la rotation et la navigation. C'est pour ça que c'est vraiment important d'y aller progressivement et de ne pas pousser sur votre rachis quand vous faites de la navigation sur le rachis cervical, puisque c'est vraiment une zone hyper mobile. La navigation antérieure, je fais un petit peu de littérature parce que là, on va sortir des sujets que je connais. C'est utilisé par certaines équipes pour le rachis cervical antérieur, pour les libérations, dans le cadre d'OPLL, de fractures ou de tumeurs. Ça a été décrit, la navigation cervicale antérieure à partir de 2015. Et donc, certaines équipes ont fait des ancillaires un petit peu hybrides en mettant le référentiel sur les pinches du Caspar. Mais si vous utilisez une tétière à pointe, vous pouvez toujours le mettre sur votre tétière de Mayfield, comme on a vu pour le rachis cervical postérieur. Donc, ils font leur décompression et ils utilisent la navigation pour voir la progression de la libération osseuse, notamment dans le cadre d'un OPLL, mais aussi pour voir le résultat post-opératoire avec une acquisition scanner à la fin de l'intervention. Donc voici pour le rachis cervical inférieur. Maintenant, je vais vous présenter quelques outils PEROP, mais qu'on a déjà vus. Donc la navigation, l'utilité, c'est d'éviter les complications neurologiques et les complications vasculaires, puisque par exemple dans le vissage de Mager, il y a 4% de lésions de l'artère vertébrale dans la littérature. Il y a entre 16 et 23% de malposition des vis en rachis cervical. Vous pouvez avoir 41% d'asymétrie des pédicules chez vos patients. Il y a parfois des pédicules étroits qui font moins de 3,5 mm. Donc là, il ne faut pas s'y prendre à 2 fois. Donc la navigation est utile pour mettre en place vos implants quand vous avez ces anomalies, mais aussi pour vérifier vos implants. Ensuite, vous avez les ciseaux à ultrasons pour faire vos libérations, pour éviter de tout ébranler en libérant. Vous avez bien sûr le cell saver, parce que si vous faites un arm, ça peut saigner au niveau des plexus, ou on ne vous le souhaite pas, mais s'il y a une lésion de l'artère vertébrale, ça peut être utile d'avoir le cell saver en salle. Vous avez bien sûr les moteurs pour éviter de pousser sur votre rachis cervical. Et puis, vous avez les mini-moteurs navigués aussi pour faire vos points d'entrée et mettre vraiment votre décortication avec la fraise, par exemple, pile à l'endroit du point d'entrée et de bien commencer votre trajet de vis. Vous pouvez faire le neuromonitoring. Il y a du neuromonitoring qui existe également pour le rachis cervical. Voilà. Alors, maintenant, quelques cas cliniques. Donc, c'est un cas que je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, c'est un patient de 49 ans qui a une SPA. Donc, on avait réfléchi à quel traitement lui faire grâce aux logiciels de simulation qui sont disponibles. Et on s'était orienté vers une correction tout d'abord cervicale, puis dans un deuxième temps, une OTP du secteur lombaire bas. Donc, chez ce patient, on a fait une première libération antérieure C3 T1,
puis, on a fait une fixation postérieure sous navigation, puisqu'il n'y avait pas trop de repères anatomiques avec la SPA derrière, pour faire ce montage. Et ensuite, après ce temps-là, on avait prévu de faire dans un deuxième temps l'ostéotomie lombaire, parce qu'on n'aime pas faire des chirurgies de correction sur 2 sites en même temps. On a eu des antécédents de troubles neurologiques. Mais le patient, il a eu une dysphagie, il a eu une gastrostomie. Et donc, il n'est pas revenu pendant 1 an. Et il s'est aggravé au niveau de son rachis lombaire inférieur avec un gain de 15 degrés de kyphose. Et donc, après, on a fait sa chirurgie d'ostéotomie en lombaire pour corriger aussi cette déformation lombaire avec une ostéotomie transdiscale. Il y a des cas plus complexes. Ça, c'est un patient de 51 ans qui était tétraplégique. Il vient d'Afrique, tétraplégique de niveau C5, C6. Il a eu un traumatisme dans l'enfance pas très bien documenté. Il avait une forte déformation cervico-thoracique avec une inclinaison antérieure et latérale de la tête, comme vous pouvez voir sur le scan. On lui avait fait un angioscanner en pré-op. Vous pouvez voir le trajet tortueux de son artère. Donc, c'était une chirurgie qui avait été faite sous OARM avec la tétière de Melfield. Et malheureusement, en péropératoire, il y a eu une lésion de l'artère vertébrale. Donc, on a arrêté la procédure. Et grâce à l'aide de nos radiologues interventionnels, ici présents, on a pu faire une embolisation de son artère. Et puis après, on a fini la procédure au bloc, mais donc avec une correction qui n'était pas celle souhaitée initialement, mais néanmoins un peu mieux. Ça peut aussi être utile dans des cas plus classiques, mais pas moins tristes, d'escalade de lésions. Ça, c'est une patiente de 68 ans. Donc, on part d'un calvicieux douloureux sur une fracture du rachis thoracolombaire qui avait été cimentée. Et en raison de son trouble d'alignement et de ses douleurs, elle a été réopérée avec une fusion T10 L4 et une ostéotomie transdiscale sur la zone de kyphose. Et dans les suites de cette chirurgie, elle a fait une dégradation sus et sous-jacente. Donc elle a eu une prolongation de fusion de T3 en iliaque, avec un équilibre qui est tout à fait discutable. Et elle a fait bien sûr le PJK au-dessus. Et donc là, pour cette chirurgie de correction, bien sûr, pour faire des prises cervicales et avoir une forte tenue pour pouvoir corriger cette déformation cervico-thoracique, vous aurez plus de puissance avec des vis pédiculaires cervicales. Et c'est ce qui a été effectué. Alors la correction, elle n'est pas parfaite. Peut-être qu'il aurait fallu réfléchir très probablement à corriger la cause de ce PJK, donc qui est plus bas situé dans la colonne. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui de la présentation. Mais en tout cas, les vis pédiculaires cervicales, ici, dans ces cas-là, où vous avez un grand bras de levier à faire, sont intéressantes, mais n'oubliez pas le problème principal de votre déformation. Voilà, donc quelques messages pour finir. Bien penser à votre planning préopératoire quand vous partez sur une chirurgie du rachis cervical, quelle qu'elle soit, mais surtout si c'est des chirurgies un peu moins classiques. Bien réfléchir à la problématique de l'alignement, d'où vient le problème, il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Bien positionner votre patient, prenez du temps avant de mettre les champs, vous ne jetez pas dessus. Et sur la navigation, n'oubliez pas les petites astuces, l'acquisition avec l'eau et les écarteurs, le référentiel sur la tétière, ne pas pousser sur votre rachis, faire des gestes doux avec la fraise, le moteur, la mèche motorisée. Plutôt faire votre libération à la fin. Et bien sûr, anticiper les complications, prévenez votre équipe, préparez les choses si ça saigne. Et connaître les différentes synthèses si jamais ça ne marche pas ce que vous avez prévu, ne partez pas avec un seul plan. Merci.